Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au programme aujourd'hui, l'anti-sèche d'Amal Laoui ou comment les programmes scolaires éclairent l'actualité. On va parler de l'Ukraine. À l'heure de la récré, toujours avec Amal, on va sourire avec Franck Dubosc. Conseil de discipline, notre chronique du jeudi, l'avocate Valérie Piot vous dit tout du harcèlement scolaire, sujet qui n'est pas sans lien avec les travaux de notre invitée, Elisabeth Lucet. C'est le thème de notre grand oral. Jusqu'où peut-on corriger un élève ? Bonjour. Vous êtes agrégé d'histoire, docteur en histoire médiévale, chargé de recherche au CNRS. Votre spécialité, normalement, c'est l'histoire comparée des ordres religieux et celle du gouvernement de l'Église médiévale. On verra le lien. Vous avez en tout cas coordonné avec Isabelle Poutrin ce passionnant dictionnaire du fouet et de la fessée qui vient de sortir au PUF, les presses universitaires de France. Ouvrage extraordinairement riche. On va se restreindre ici aux violences éducatives à l'école et à la maison. Amal. Ouais, je fais des interros surprises parfois. Depuis quand la fessée est-elle interdite ? J'ai pas d'anti-sèche, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Bravo, il n'y a pas si longtemps que ça. Elisabeth, la loi anti-fessée date de 2019. Oui, c'est-à-dire qu'en 2018, j'avais encore le droit. Alors, Non. Ça fait un petit moment qu'il y a des tentatives pour interdire, alors non pas la fessée en tant qu'acte isolé d'un parent exaspéré, mais plutôt les violences répétées, le caractère systémique de ces violences au sein de la famille. C'est ça que vise la loi. Il y a un sigle pour ça d'ailleurs, les VEO si je ne me trompe. Les violences éducatives ordinaires qui incluent à la fois les violences physiques, mais aussi les violences psychologiques, l'humiliation sur les enfants. Il y a une notion qui est au cœur de votre dictionnaire, parce que c'est un dictionnaire, donc il y a des entrées par lettres, enfin par mots, mais il y a aussi une très belle, très intéressante préface. C'est la notion de droit de correction. En fait, pendant des siècles, quand on était en position de pouvoir, je le dis avec un mot volontairement très large, on avait le droit de corriger dans tous les sens du terme. Corriger aimablement, tu as fait une erreur, et corriger moins aimablement. Alors oui, le droit de correction, en fait, c'est l'objet de ce dictionnaire, c'est le pouvoir qu'a le père de famille, la mère de famille au sein de la maisonnée sur donc le père sur sa femme, sur ses enfants, sur les domestiques, sur les esclaves, eh bien de corriger, de redresser celui qui a un mauvais comportement et qu'il faut remettre sur le droit chemin. C'est pas tant un droit qu'un devoir qu'a le pater familias, parce que sinon il est accusé d'être négligent. Et le père de famille est conçu comme le substitut de l'État, des pouvoirs publics au sein de la famille, et il se doit de veiller à la bonne marche de la famille et au bon comportement de ceux qui sont placés sous son autorité. À la racine de ce droit de correction, il y a donc le patriarcat comme système d'organisation à la fois intime et collectif. Vous avez cité la famille, mais tout ça s'exerce à l'école, dans les monastères, vous êtes spécialisé des ordres religieux, enfin, finalement dans tous les systèmes. Dans les institutions qui prennent comme modèle le modèle de la maisonnée, de la maison. Donc ça vaut effectivement pour le monastère, mais ça vaut aussi pour l'école où l'on considère que le maître, pendant longtemps, a une délégation du droit de correction du père, mais aussi dans l'armée, on a aussi un modèle familial. En fait, toutes les institutions qui prennent le modèle de la famille comme principe d'organisation. Parce que pendant des années, on voit, alors là je reviens sur l'éducation, mais on voit les enfants, on voit l'enfant comme à la fois un être inachevé, mais une sorte d'adulte en miniature. Enfin, il n'a pas d'identité, il n'a pas d'autonomie en tant qu'enfant. C'est quelque chose qui vient assez tard dans l'histoire. Alors oui, les droits des enfants et la reconnaissance de l'enfant comme un être inachevé dont il faut tenir compte de son développement psychologique, ça advient plutôt à partir du XVIIIe siècle. Auparavant, alors... Avec qui d'ailleurs, c'est quoi ? C'est Rousseau notamment ? Alors effectivement, Rousseau, Locke, Hobbes, vous avez tous les philosophes dits des Lumières qui réfléchissent à la façon dont s'exercer le pouvoir des parents au sein de la maisonnée, sachant que tout ça est pensé en parallèle de la souveraineté de l'État. Souveraineté de l'État. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de travailler sur ce domaine ? Je rappelle que votre sujet de départ, c'est l'histoire comparée des ordres religieux. Alors, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est ma collègue Isabelle Poutrin, donc je rends à César ce qui va à César. Alors, elle travaillait sur le consentement, notamment les mariages forcés au XVIe siècle, et les juristes au XVIe siècle se posent la question de tout ce qui peut entraver le consentement, et ils montrent que les membres de la maisonnée peuvent avoir une peur révérentielle envers le père qui peut en fait faire qu'ils ne sont pas en capacité d'être libres de consentir. Quant à moi, le droit de correction, je l'ai croisé en fait parce que je travaillais sur les crimes commis par les moines dans les monastères et le supérieur, l'abbé, se doit d'exercer la correction sur ses subordonnés. Et donc c'est comme ça que j'ai réfléchi à cette question.
On peut aussi relire alors Umberto Eco, Le nom de la rose. Effectivement. Alors quoi qu'il n'est pas tellement question. Il n'y a pas beaucoup de correction là-dedans. Il est question de flagellation des moines. Alors ça aussi, c'est tout un imaginaire qui s'est forgé assez tardivement sur la question de ces moines qu'on voit se flageller et qui chercheraient une satisfaction sexuelle par le biais des flagellations. Ce qu'on a dans une littérature plus profane comme le Da Vinci Code, par exemple. Donc, ce que montre ce dictionnaire, justement, c'est à quel moment on a commencé à considérer ces flagellations comme des pratiques érotiques. Sujet qui n'est pas exactement traité par ce dictionnaire du fouet et de la fessée. Nous sommes sur une chaîne éducative et non pas aujourd'hui d'éducation sexuelle. Il y a un lien en fait. Mais il y a un lien. Parce que peut-être qu'on en parlera. La fessée est systématiquement envisagée aussi dans cet aspect érotique. Et justement, ce dictionnaire, il essaie de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on s'est mis à considérer ces pratiques comme érotiques. Et d'un point de vue genré, et plutôt masculin dans un premier temps en tout cas. On se retrouve dans quelques instants, Elisabeth Lucet, pour parler de ce dictionnaire du fouet et de la fessée en général, de la notion de correction et des violences éducatives ordinaires ou pas en particulier. Mais pour l'heure, c'est l'anti-sèche. Et l'anti-sèche, c'est avec Amal Laoui. C'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires ou dont les programmes scolaires résonnent dans l'actualité d'ailleurs. Et on parle de l'Ukraine aujourd'hui et de cette crise en Ukraine qui est au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines et qui pourrait continuer de l'être. La Russie est accusée depuis fin 2021 d'avoir massé jusqu'à 100 000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une attaque. Moscou, de son côté, nie tout projet en ce sens et réclame des garanties étroites pour sa sécurité, dont le rejet d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la fin du renforcement militaire de l'Alliance Atlantique à l'Est. En 1990, les Américains auraient promis aux Russes de ne pas élargir l'Alliance Atlantique à l'Est. 30 ans plus tard, le Kremlin continuerait d'entretenir ce mythe de la promesse violée des Occidentaux pour justement justifier ces menaces sur l'Ukraine. Si j'ai bien suivi à l'école, ou si mes enfants ont bien suivi à l'école, ils savent, en tout cas, ils ont les moyens de comprendre ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Oui, et l'étude de l'Ukraine entre dans un chapitre plus global, celui de l'étude de l'URSS de sa naissance en 1922 jusqu'à sa chute en 1991, avec son dernier dirigeant, Gorbatchev, qui démissionne et annonce la disparition de l'URSS. Alors cette date marque la fin de l'effondrement d'une puissance dont le déclin s'était accéléré dans les années 80, malgré des tentatives de réformes qui ont permis une certaine libéralisation de l'économie et de la politique. Thématiques qu'on voit arriver dans les programmes au collège. Oui, c'est ça. À partir du collège, ces thématiques sont abordées dès la classe de la 3e dans le chapitre Le monde après 1945, mais aussi en terminale dans le chapitre sur la modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux, ainsi que dans l'enseignement de spécialités d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques dans l'analyse des dynamiques des puissances internationales. Ça, c'est en classe de première. Alors, ces cours vont permettre aux élèves de comprendre le contexte dans lequel cet État fédéral a été créé, de comprendre ses caractéristiques socio-économiques et politiques pour arriver aux différentes étapes qui ont donc conduit à la chute de l'URSS. Et après la chute, l'ère post-soviétique, elle aussi, est étudiée. C'est ça, et cette étude s'inscrit dans le chapitre, je vous l'ai dit tout à l'heure, Le monde après 45, dès le programme de la 3e. Alors après la chute de l'URSS, eh bien, la Russie a vu son espace géopolitique se recomposer en se rapprochant de l'Asie centrale et de la Chine pour faire barrage à l'expansion des États-Unis. Alors ce sujet est traité en première. On le retrouve en spécialité géopo, comme vous l'avez dit. Je dis géopo comme les élèves, ça fait jeune. C'est ça, dans la partie sur l'essor et le déclin des puissances, avec comme titre La Russie depuis 1991, une puissance qui se reconstruit après l'éclatement d'un empire. Alors dans ces chapitres, on aborde l'indépendance et la construction de nouveaux États, le monde bipolaire au temps de la guerre froide, l'affirmation et la mise en œuvre du projet européen et les enjeux et conflits dans le monde après 89. Et si on n'a pas envie de s'en tenir exactement à ce qu'il y a dans les manuels scolaires ou à ce qui se passe à l'école, ou si on veut donner envie aux enfants, il y a d'autres choses, ou aux adolescents, d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire pour parler de cette histoire de façon moins académique. Les professeurs vont par exemple visionner des documentaires, proposer l'écoute de podcasts sur France Culture par exemple, et plus récemment proposer l'analyse de la mini-série de Tchernobyl produite par HBO. Alors cette série est saisissante, cette série. Sortie en 2019 qui retrace cette catastrophe nucléaire survenue dans la nuit du 26 avril 86. On vous le rappelle, le réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, situé à l'époque en République socialiste soviétique d'Ukraine en URSS, explose après un test de production mal contrôlé, provoquant ainsi le pire accident nucléaire de l'histoire. Merci beaucoup. On l'étudie d'ailleurs pas seulement en filière générale. Oui, on étudie notamment Tchernobyl. En STI, c'est ça. En voie technologique. Je rajoute un petit grain très culturel sur la Russie. Donc il faut regarder Tchernobyl, qui est une série saisissante. Si vous avez la chance d'être parisien, vous
casser la tirelire, vous allez à l'opéra, il y a la Kovanchina de Moussorgsky, et on voit ces personnages, c'est l'époque de Pierre le Grand, donc on est au XVIIe, ça a été écrit à la fin du XIXe, et pourtant il y a des répliques qui parlent des trois Russies, la grande, la petite et la blanche. Donc on a la Biélorussie, la blanche, la petite c'était l'Ukraine, la grande c'est la Russie actuelle. Donc on voit bien à quel point toute cette zone géographique, depuis plusieurs siècles, tout est complètement emmêlé. Amal, merci beaucoup pour cette anti-sèche ukrainienne. On reprend sur les fessées, donc non, je ne vais pas faire de jeu de mots sur... ou de mauvaises blagues sur les voilà, non, je ne la fais pas. Voilà, les fessées. Elisabeth Lucet, qui est en plateau avec nous et qui a co-dirigé avec Isabelle Poutrin ce dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir. Ce n'était pas des blagues salaces que je voulais faire, hein. C'était la fessée que Poutine veut mettre aux Ukrainiens ou que sais-je, ou certaines déclarations. Bon, voilà, donc je le dis. Néanmoins, sur l'Ukraine, ce dictionnaire va de A comme abus, à V comme violences éducatives ordinaires, les VE, on en a parlé. On passe dans le domaine scolaire, hein, par B comme bizutage, C comme collège. On a aussi comtesse de Ségur, F comme férule, F comme fessée évidemment, H comme harcèlement scolaire, on en dira deux mots tout à l'heure, M comme martinet. Le sujet, dites-vous, c'est comment les pratiques coercitives, considérées comme justes et légitimes, ont progressivement été perçues comme des actes de violence à encadrer, à proscrire et à punir. Corriger, vous l'avez déjà un peu dit, mais dans tous les sens du terme, c'est longtemps considéré comme un impératif éducatif. On ne sait pas éduquer autrement. Oui, c'est un devoir qui incombe aux parents, aux maîtres sur ses domestiques. Hein. Qui aime bien, châtie bien. Ça c'est une tradition qui remonte à la Bible. Hein. Et puis dans le christianisme, hein, il faut faire le salut de son prochain, même s'il n'a pas envie qu'on le fasse. Donc il y a bien cette idée qu'il faut corriger parce que sinon vous incitez l'autre à pécher, à commettre des fautes et vous ne l'éduquez pas. Le bras de celui qui fesse, le bras de celui qui frappe a donc une légitimité très très puissante. Oui. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on voit encore certaines résistances au sein de la société, parce qu'avec la loi dite anti-fessée de 2019, hein, la loi contre les violences éducatives ordinaires, on s'immisce dans le plus intime des relations familiales. Cette façon de corriger ces violences éducatives ordinaires ou peu ordinaires, si on fait 3 secondes de sociaux, ce n'est pas votre discipline de départ, mais elles ne sont pas l'apanage d'un milieu en particulier. On frappe, on cogne dans tous les milieux. Bon, moi, on est historien, donc on n'a pas été jusqu'à étudier aujourd'hui quelles sont les violences, les violences actuelles. Mais oui, en fait, ces violences s'observent dans tous les milieux, mais on ne va pas stigmatiser de la même manière tous les milieux sociaux. Donc au XIXe siècle, par exemple, les lois visent d'abord les classes populaires dont on essaie de canaliser le goût du sang en interdisant les mauvais traitements sur les enfants, mais aussi sur les animaux. Alors que les milieux bourgeois Alors, dans les milieux bourgeois, c'est ce que montre la couverture de ce dictionnaire. Hein. C'est donc un petit garçon qui est pris en photo avec un fouet à la main. Dans les milieux bourgeois, les idées de la philosophie des Lumières ont irrigué. Et on met à distance le fouet. Hein. Les enfants sont... Donc on est... dans des enfants qui ont jusqu'à 6-7 ans et dont on promeut l'autodiscipline et donc on ne les fouette plus, mais on leur offre des petits fouets, des fouets miniatures qui montrent comment la nature est domestiquée puisque l'enfant est capable de s'autodiscipliner et le fouet n'est plus qu'un jeu. Cette idée de la discipline, de l'autodiscipline avec un petit peu de violence à l'intérieur, elle est aussi portée culturellement par beaucoup de représentations. On a des comptines, des contes, c'est omniprésent en fait cette image. Oui, dans les contes, dans les chansons populaires, on a quand même l'idée sous-jacente. Hein. Alors, d'une part, la fessée, la claque, ça fait rire. Hein. C'est Fais-moi mal, Johnny Johnny de Boris Vian, la fessée de Brassens. C'est une fessée un peu érotique, celle de Boris Vian, parce que la suite de la phrase, c'est Envoie-moi au ciel quand même. Bien sûr, mais il y a quand même l'idée que la femme ou l'enfant rebelle doit passer un sale quart d'heure et qu'il faut les corriger. Et on peut l'intérêt de ce dictionnaire, c'est un peu de mettre en perspective toutes ces représentations. Qui à la fois peuvent amuser, peuvent avoir un caractère cathartique. Hein. Dans les contes, effectivement, on explique que Jean le Nigaud, qui se trompe tout le temps, est systématiquement rossé de coups de bâton. Mais ça interroge aussi les jeux de pouvoir au sein de la famille et au sein des institutions. Le dictionnaire du fouet et de la fessée avec Elisabeth Lucet. On se retrouve pour la suite de notre grand oral dans quelques instants. On prend toujours, Elisabeth, un petit temps de récré dans cette quotidienne du matin. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Et on retrouve Amal pour la récré. Et
dans la récré Amal, il y a toujours une vidéo et on va retrouver quelqu'un de très connu. Oui, c'est ça. Je vous propose de découvrir cette vidéo publiée par l'humoriste et comédien Franck Dubosc. Vous allez voir que son fils essaie de détourner son attention alors qu'il doit signer son carnet de correspondance. Regardez. Mais là, tu me demandes de signer, tu me montres pas ce qui est écrit. Je peux lire? Je peux lire ce qui est écrit? Le masque. Non, ça c'était 18-10, hein, c'était... Le masque et bavardage, ça veut dire quoi? T'as pas compris. Non, mais je te dis, il faut faire jusqu'au 7 janvier, là. Et ça, et ce qui est écrit là? Et alors, non, ça c'est, je crois, ici. on a signé quand même? Oui. Donc là, t'as rien, t'as pas. Pourquoi tu voulais me cacher au début? Non, rien. Ah bah tu vas pas signer toi-même. Non, mais toi, tu dois signer ici. D'accord. T'es sûr que t'as pas fait de bêtises? Ça veut dire que tu avais pas mis le masque et t'as bavardé? C'est ça? La Non. dernière fois? Non, mais tu peux... D'accord, ok, d'accord. Vas-y. Ouais, Tu je peux- sais. Ok. Jusqu'à là, du coup. Ah, d'accord. Les chats ne font pas des chats. Le fameux carnet de correspondance. Oui, ou carnet de liaison, un outil indispensable aussi bien pour les enfants, les parents et les professeurs. Cet outil de communication regroupe une mine de renseignements. On y retrouve toutes les données nécessaires à la vie de l'enfant dans l'enceinte de son établissement. Il permet de maintenir un lien donc entre l'équipe pédagogique et les parents. On y trouve aussi le règlement intérieur de l'établissement. C'est un peu la carte d'identité scolaire de l'élève avec son nom, ses coordonnées, sa classe, son emploi du temps. Il est obligatoire et on le présente en général à l'entrée de l'établissement et parfois à la sortie. L'équipe pédagogique pourra donc avertir les parents d'éventuels problèmes que leurs enfants ont pu rencontrer. Dans ce carnet figurent aussi les punitions. Il est donc vivement conseillé aux parents de le consulter, sachant qu'on ne le consulte plus seulement sur papier aujourd'hui. Oui, c'est ça, on connaissait la version papier. Eh bien, le carnet de correspondance n'échappe pas à l'ère numérique. Désormais, eh bien, de nombreux établissements sont passés au carnet de correspondance numérique, un moyen d'avoir une communication plus régulière avec les familles. Et avec cette numérisation, eh bien, il y a eu quelques inquiétudes de la part des parents, notamment sur la question de la conservation des données. Il faut savoir que les informations sont conservées pendant la durée de l'année scolaire, puis définitivement supprimées. C'est ce que nous dit la CNIL. En tout cas, leur historique n'apparaîtra pas sur le fichier du nouvel établissement en cas de changement. Merci beaucoup, Amal. Je n'ai pas vu d'entrée carnet de correspondance dans les violences Alors, il y a des registres de éducatives. punition qui existent. Des registres de punition. Là, le plus célèbre, c'est celui dans Harry Potter, puisqu'il découvre les frasques de son père par les registres de punition, mais on en trouve aussi à l'école, enfin dans certaines écoles, dans les institutions hospitalières, dans les institutions psychiatriques. Punitions qui, lorsqu'elles étaient attribuées par des enfants, n'étaient pas moins rugueuses que quand elles le sont par des adultes. Je crois qu'il y a des travaux d'historiens, notamment Claude Lelièvre, qui montrent ça, que quand on confie aux enfants la tâche de faire la loi dans un établissement scolaire, ils ont plutôt tendance à en rajouter par rapport aux adultes. Oui, effectivement, c'est la conclusion à laquelle vient un des auteurs qui a travaillé sur la littérature pour adolescents. L'enfant est parfois un loup pour l'enfant. Voilà, on montre le louveteau est un toutes louveteau ces pour utopies l'enfant. où les enfants sont laissés livrés à eux-mêmes et où la violence est sous-jacente. Le dictionnaire du fouet et de la fessée, on se retrouve dans quelques secondes avec Elisabeth Lucet pour poursuivre. Et merci Amal pour cette anti-sèche dubosquienne. « 248 notices rédigées par 164 spécialistes de toutes disciplines. On a de l'histoire, vous l'avez dit, histoire de l'art, droit, littérature, linguistique, sociologie, études théâtrales ou cinématographiques, sciences de l'éducation et anthropologie. C'est le dictionnaire du fouet et de la fessée. Vous l'avez vaguement mentionné tout à l'heure, mais je voudrais qu'on y revienne quand même quelques instants. Donc, les représentations portent l'image du coup, de la violence comme quelque chose d'assez commun dans les comptines, les contes, le théâtre. Mais on en rit aussi beaucoup. C'est en fait la référence à Franck Dubosc qui me fait penser, ne serait-ce que Scapin, la scène du bâton. Oui, alors on en rit on se marre quand même. Quand la violence est stylisée, c'est-à-dire quand on est dans une violence qui est de l'ordre de les coups de bâton, de guignol ou sganarelle. Quand cette violence, elle est donc avec un bâton, mais où c'est un peu comme la même logique qui prévaut aussi dans le Bip Bip et Coyote qui tombe du haut de la falaise. Hein, c'est une violence qui n'a pas de conséquences, c'est-à-dire que celui qui prend les coups ne souffre pas et se relève immédiatement et c'est comme si rien ne s'était passé. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand cette violence, elle est moins stylisée et elle vise moins à faire rire. Chez Molière, il y a certains passages où, notamment, quand Don Juan menace son valet de le frapper, non plus avec un bâton, mais avec un air de bœuf,
bœuf. Et là, on retombe sur le réalisme. Donc on rit, mais tout dépend aussi de la stylisation de la violence qui est proposée par les auteurs. Valet de Don Juan qui s'appelle, évidemment, le nom m'échappe, me vient Leporello, mais ça c'est dans Don Giovanni. Et bien, on le moi non retrouve plus, pas. c'est pour ça que j'ai dit Valet. Et c'est pour ça, hein, voilà. C'est qu'il Amal va nous le dire tout à l'heure. J'ai honte, la mémoire, c'est terrifiant. On parle beaucoup de la France, il y a certains pays qui jouissent d'une réputation bien établie en matière de violence éducative, l'Angleterre notamment. Oui, en Angleterre, les châtiments corporels dans les écoles ont été abolis dans les années 90 seulement, et ce, après plusieurs affaires jugées par la Cour européenne des droits de l'homme. Là, on a aussi des traditions éducatives dans les public schools qui ont vu le jour au XIXe siècle. Il y a l'idée que le fouet va... Public schools, oui. Qui sont privés, comme leur nom ne l'indique pas d'ailleurs. Qui sont privés, mais l'idée est que le fouet élève, c'est-à-dire qu'il élève aussi celui qui est capable d'endurer le fouet, montre qu'il est un homme et qu'il est capable de devenir ensuite un dirigeant. Donc c'est bien de se faire fouetter. Au fil du travail que vous avez accompli, des textes que vous avez lus, vous avez votre discipline mère, j'allais dire, vous êtes historienne, vous avez eu des surprises, vous avez découvert des choses en faisant cet énorme travail qui s'est, j'imagine, étendu sur plusieurs années. Oui, c'est un travail qui a duré 3 ans, voilà. Le temps de recruter tout le monde. On n'a pas trouvé des auteurs pour tout. Hein. Ouais. Non, la découverte majeure, c'est la manière dont la culture de la correction s'immisce un peu partout, dans les sphères privées, la sphère familiale, la sphère scolaire. Hein, et c'est un objet de recherche qui n'avait pas tellement été identifié auparavant, mais qui permet de croiser plusieurs disciplines, vous l'avez dit, mais aussi plusieurs champs, l'histoire de la famille, l'histoire de l'éducation, l'histoire des pratiques religieuses, l'histoire de la justice, etc. Avec quand même une légère, très légère référence à Foucault dans le sous-titre, que je n'ai pas cité, Corriger et punir, qui fait écho, Surveiller et punir, célèbre de Michel Foucault. On va se retrouver dans quelques instants, mais ce sera après notre chronique Conseil de discipline, chronique assurée par Maître Piot. Et puisqu'on parle de violences éducatives ordinaires, il y a H comme harcèlement scolaire dans notre dictionnaire et nous lui avons demandé de nous parler du harcèlement scolaire. Bonjour, que faire lorsque votre enfant est victime de harcèlement ? Déjà, qu'est-ce que c'est le harcèlement en milieu scolaire ? C'est un ou plusieurs élèves qui vont faire subir à un de leurs camarades de façon répétée des violences psychologiques, des violences physiques, des brimades, des humiliations. Et ces comportements harcelants vont impacter la santé et la scolarité de l'enfant avec une chute des résultats scolaires, une phobie scolaire, une anxiété, une dépression, voire plus grave. Comment agir en cas de harcèlement scolaire ? Il y a 2 types d'actions que vous allez entreprendre en tant que parent. Déjà, la première action, l'action la plus urgente, c'est par rapport à l'école. Comme un salarié qui serait harcelé sur son lieu de travail, votre enfant passe sa journée à l'école et donc il faut agir au sein de l'établissement scolaire pour que ça s'arrête au plus vite. Déjà, vous prenez un rendez-vous avec le chef d'établissement, vous l'alertez sur les faits de harcèlement dont votre enfant est victime. Je vous conseille de faire un mail à l'issue de ce rendez-vous en actant, en disant « voilà, je vous ai signalé ces faits-là » et vous demandez une action. Ça vous permet d'avoir une trace. Et si au bout de 8 jours, il ne s'est rien passé au sein de l'établissement, à ce moment-là, vous saisissez le supérieur hiérarchique et le directeur académique des services de l'éducation nationale, le DAZEN. L'important en matière de harcèlement, c'est d'avoir une réaction rapide au niveau de l'école. Le chef d'établissement va pouvoir convoquer un conseil de discipline par rapport au harceleur et la sanction peut aller jusqu'à l'exclusion définitive. Il peut y avoir un changement de classe, donc il y a des mesures à prendre au sein de l'école. Vous, en tant que parent, par rapport à l'école, vous pouvez aussi demander un changement d'établissement scolaire. Bien évidemment, ce n'est pas la victime de changer d'établissement scolaire, mais dans certains cas, la victime, pour mieux se reconstruire, préfère changer et c'est un motif pour demander un changement d'établissement scolaire. En parallèle de l'action au sein de l'école, qui est une action à faire en urgence, vous pouvez porter plainte au pénal. Il faut savoir que le harcèlement, c'est une infraction pénale. Le but du pénal, c'est de punir quelqu'un qui commet une infraction qui est dans le code pénal. Et un harceleur, du coup, s'expose à une peine d'emprisonnement et à une amende. Donc le volet pénal, il y a des cas très graves de harcèlement où vous avez intérêt à porter plainte au pénal en parallèle de ce que vous allez faire auprès de l'école. Après, tout va dépendre du type de harcèlement. Comme le harcèlement, ce sont des faits répétés, parfois vous pouvez dans un premier temps commencer par une main courante qui est une déclaration au commissariat et si les faits se répètent, à ce moment-là, faire une plainte au commissariat.
Qui peut vous aider quand votre enfant est victime de harcèlement? Il y a des plateformes comme Non au harcèlement avec des numéros que vous pouvez appeler. Vous pouvez aussi vous faire aider par des associations de lutte contre le harcèlement, par exemple e-enfance en matière de cyberharcèlement, ou contacter un professionnel comme un avocat qui pourra vous aider dans les démarches. Il faut savoir que si vous avez dénoncé le harcèlement et que rien n'a été fait par l'établissement scolaire, à ce moment-là, vous pouvez, dans un deuxième temps, engager une action en responsabilité contre l'État, puisqu'il est évidemment impératif d'agir en cas de harcèlement scolaire et demander des dommages et intérêts. Si c'est une école publique, à ce moment-là, l'action, ce sera une action en responsabilité contre l'État. Et si c'est une action à l'encontre d'une école privée, à ce moment-là, ce sera l'école privée qui sera éventuellement condamnée à des dommages et intérêts. Voilà, comme ça, vous savez comment agir en cas de harcèlement scolaire lorsque votre enfant est victime de harcèlement scolaire à l'école. Maître Piot sur le harcèlement scolaire. Il y a un chapitre harcèlement scolaire avec un article signé Emmanuel Godeau dans notre dictionnaire du fouet et de la fessée. Il y avait un point intéressant sur le harcèlement scolaire, c'est que le phénomène a été beaucoup médiatisé quand un chercheur, Éric Debarbieu, a commencé à faire ce qu'on appelle des enquêtes de victimation. C'est-à-dire au lieu d'essayer de savoir combien de faits avaient été établis, il demandait aux gens si eux-mêmes avaient été victimes. Et là, d'un coup, tout changeait. Donc quand même, le regard sur ces violences éducatives, alors là, en l'espèce, pas très éducatif pour ce qui est du harcèlement scolaire et encore moins ordinaire, il a quand même considérablement évolué au cours des 20 dernières années. Alors effectivement, le regard évolue et en fait, il n'évolue pas de la même manière selon les acteurs considérés. Si on considère l'école, c'est d'abord les parents qui commencent à porter plainte à partir du XVIIIe siècle contre les mauvais traitements infligés à l'école et qui vont essayer, dans des relations où soit les enfants vont dans des écoles gratuites où les parents n'ont pas grand-chose à dire, mais pour d'autres écoles, on a des contrats entre les parents et le maître et ils stipulent dans le contrat que le maître n'a pas le droit de punir corporellement ses élèves. Merci beaucoup. Ouvrage passionnant, je dois le dire. On peut l'ouvrir au hasard. Voilà, on tombe sur Hergé et la fessée. Donc, il y a quand même il y a des fessées dans Tintin, mais on a aussi Honore, ton père et ta mère qui renvoie au décalogue et à toutes les racines. Et puis un sujet qui est tristement dans l'actualité en ce moment, hospice et maison de retraite. Il faudra faire un chapitre Orpéade dans la prochaine édition apparemment. La question effectivement de la maltraitance, des personnes âgées. Exactement. La capacité aussi des victimes à parler. On est... Voilà. Et du rôle parfois des journalistes qui enquêtent sur ce sujet. Merci beaucoup, Elisabeth Lucet. Vous êtes, je le rappelle, historienne chargée de recherche au CNRS, docteur en histoire médiévale. Amal, merci beaucoup. Je vous l'offre, Amal. Avec plaisir. Dictionnaire du fouet et de la fessée, corriger et punir. C'est au PUF, les presses universitaires de France, sous la direction commune d'Isabelle Poutrin et d'Elisabeth Lucet. C'est la fin, cadeau. C'est la fin, et merci beaucoup, c'est la fin de cette quotidienne de School TV. Mais évidemment, vous nous retrouvez en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et surtout, vous restez sur School TV.